Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une guerre silencieuse pour certains, visible pour d'autres. Une guerre financée, structurée, mais également orientée pour déstabiliser le pays sur le plan sécuritaire, économique, mais également social. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, l'Algérie célébrait un exploit économique avec son peuple, celui de la mise en service et la réception de la voie minière reliant Béchar à Garage Bilet sur une voie longue de 950 km. À ce moment-là, les détachements de l'armée nationale populaire avaient déjoué une grande opération d'introduction d'une importante quantité de kifs traités sur les territoires ou dans les territoires algériens. Pourquoi à ce moment et à cet endroit non loin des frontières et à qui profitent les crimes? Si autrefois on parlait de réseaux isolés, aujourd'hui nous faisons face à des organisations transfrontalières qui sont organisées mais structurées, je le disais, et financées au-delà des frontières et au-delà de l'argent sale pour juteux, de ce commerce illicite juteux. Ce sont d'autres objectifs et des buts à atteindre. Nous allons parler de cette menace qui est là et qui guette le pays et la nation sur les frontières ouest du pays. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Hassan Qassimi, spécialiste des questions sécuritaires et migratoires. Bonsoir. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci d'accepter l'invitation de Canal Algérie. J'ai l'immense plaisir également de recevoir professeur Gundouz Ibrahim. Vous êtes professeur en économie à l'université Mouloud Amri de Tizi Ouzou. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. On va parler de cet arsenal militaire, ou plutôt arsenal militaire pour faire face à ce fléau, mais également médical, sanitaire, paramédical, pour faire face et sauver ceux qui sont tombés dans les mailles de ce filet. J'ai l'immense plaisir de recevoir professeur Rachid Belhaj. Vous êtes chef service de médecine légale au niveau du CHU Moustapha Bacha Alger. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir sur le plateau, également à accepter l'invitation de Canal Algérie, docteur Yeto Imen. Vous êtes maître assistant au niveau du service de psychiatrie à l'ESH, Mahfoud Boussepsi à Chiraga. Bonsoir docteur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Ce soir, donc, nous allons débattre cette menace, je le disais, qui guette le pays, la nation, tout au long de la frontière ouest du pays. On va parler de l'impact, les enjeux de cette, entre autres figures, de la criminalité organisée. Il existe, Hassan Qassimi, 2 principaux réseaux du narcotrafic. Nous parlons du kif traité, dit hashish, et également de la cocaïne. Il y a une connexion entre les barons de ces drogues, mais également des routes pour l'acheminement de ces substances, de ces drogues dures. Et l'Algérie fait partie de ces pays de destination. Et via la frontière ouest du pays, un pays donc de destination, l'Algérie. Ma première question, Hassan Qassimi, pourquoi les frontières ouest du pays constituent aujourd'hui l'un des axes principaux sur cette cartographie de la criminalité organisée? Effectivement, vous avez raison de poser la problématique des menaces qui sont de plus en plus importantes et plus en plus lourdes, qui se développent au niveau des frontières ouest du pays. Nous avons le pays le plus grand producteur de cannabis dans le monde qui se trouve à nos frontières, malheureusement à nos frontières ouest. Et là, vous devez savoir que l'évolution de la typologie du cannabis qui a évolué du kiff traditionnel. Le kiff traditionnel, c'est un peu le joint, la cigarette enroulée qu'on consomme de manière traditionnelle et artisanale, qui est moins dosé en THC et qui présente moins de risques sur le plan psychologique et de la santé humaine. Mais seulement, le cannabis a évolué du kiff, on a évolué du kiff vers le cannabis. Vous devez savoir que le cannabis actuellement présente les professeurs sont là pour en parler tout à l'heure, mais je vais en donner quelques points importants. C'est que le cannabis, c'est pratiquement une drogue, la feuille de chanvre, avec la fleur de résine de cannabis mélangée avec, qui n'est plus mélangée avec du tabac noir mais du tabac blanc, mais qui contiennent également, au niveau des laboratoires, et là je laisserai le soin aux scientifiques d'en parler, mais je donnerai quand même quelques points importants parce que j'ai géré ce dossier au ministère de l'Intérieur. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, le dossier de la drogue, je l'ai géré pendant plusieurs années. Donc il contient le cannabis nouvelle formule parce qu'il y a
plusieurs variétés de cannabis. Il y a la variété traditionnelle, Belda, qui présente moins d'addiction, moins de contenance en THC, et la nouvelle cannabis qui est la cannabis mexicaine, qui présente beaucoup plus, le taux en THC est beaucoup plus important, il peut arriver jusqu'à 45%, qui explique un peu les dangers de cette nouvelle forme de cannabis qui est commercialisée et qui rentre sur le territoire national de manière illicite. Les dangers sont encore plus importants parce que, souvenez-vous, en 2021, le Maroc a plus ou moins légalisé la production et l'exploitation du cannabis, ce qui fait que les conséquences ont été immédiates. L'extension des superficies qui ont été réservées à l'exploitation du cannabis ont pratiquement été multipliées par 10 ou par 20. On est passé... Bon, il faut faire très très attention. Il y a les chiffres officiels du Maroc qui donnent à peu près 27 000 hectares exploités pour le cannabis, mais les chiffres officiels sont les chiffres réels qui se rapprochent des chiffres qui sont donnés par les Nations Unies. C'est le chiffre de 135 000 hectares à 200 000 hectares, une production qui est déclarée par le voisin de l'Ouest, une production de cannabis à peu près de 4 000 tonnes, mais la réalité, elle dépasse de très très loin. Nous sommes en présence d'à peu près de 40 000 tonnes de production de cannabis. Donc, toute cette quantité industrielle génère tout autour une criminalité organisée très dangereuse, d'autant plus que les réseaux et les cartels de cannabis qui sont installés aux frontières de l'ouest de l'Algérie, il y a des cartels internationaux, il y a des lobbies étrangers, des lobbies sionistes qui contrôlent pratiquement une grande partie des exploitations agricoles qui sont pratiquement se situent dans le Rif, dans les 3 provinces du Rif, et qui contrôlent pratiquement tout ce commerce juteux. Et peut-être tout à l'heure, on expliquera un peu toute cette criminalité qui se développe aux frontières, les moyens qui sont mis en place par l'Armée nationale populaire, la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement algérien pour contrer un peu toutes ces menaces qui se développent tout autour de nos frontières, et bien sûr le futur, quels seront les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir un peu protéger le territoire national, protéger la population et bien sûr réduire les effets dévastateurs de cette drogue qui n'est pas une drogue douce, parce que depuis 2020, en décembre 2020, au niveau des Nations Unies, du bureau de la Commission nationale des stupéfiants des Nations Unies, a déclassé le cannabis comme étant il ne figure plus dans la liste des drogues et des stupéfiants qui sont considérés comme étant dangereux et mortels. Et là, sur ce point, si vous me donnez l'occasion tout à l'heure, je vais en revenir et en parler, parce que là, il s'agit d'un véritable scandale. Retirer une drogue, le cannabis, retiré de la liste des stupéfiants qui figurent depuis presque un siècle sur la liste des stupéfiants dangereux et mortels, le retirer pour le considérer plus ou moins comme ayant des vertus plus ou moins pouvant être considérées, parce qu'il continue toujours à être nocif, mais pouvant être considérés avoir des vertus thérapeutiques. Et là, il y a de grandes controverses et de grands débats sur ce sujet. Les scientifiques sont sur ce plateau pour en parler. Hassan Rassemi, je le disais en début de cette émission, en spécial, le narcotrafic est considéré comme l'une des figures de la criminalité organisée. Peut-on considérer aujourd'hui le narcotrafic comme une nouvelle forme de terrorisme ? Sans aucun doute, je l'ai toujours dit, que les liaisons et les connexions entre diverses formes de menaces qui sont la criminalité organisée, les narcotrafiquants, la cocaïne, les psychotropes, ce sont à peu près les mêmes réseaux, et tout ce qui peut menacer la population, tout ce qui peut menacer la sécurité et l'intégrité du territoire sont considérés comme étant du terrorisme. Donc ce sont des organisations terroristes qui se développent tout autour des frontières, il faut le dire, que nos frontières sont enflammées, que nos frontières sont menacées, et bien sûr, nous avons des frontières qui sont immenses avec le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Et malheureusement, ce qu'on peut constater au-delà de nos frontières, c'est qu'il y a un affaiblissement dramatique des États
un recul des États sur beaucoup de territoires, et vous devez savoir que c'est une logique inévitable. Quand il y a un affaiblissement de l'État, il y a inévitablement des acteurs non étatiques qui se développent et qui concurrencent les missions régaliennes de l'État. Donc c'est un peu la criminalité organisée dans toutes ses formes, terrorisme, psychotropes, cocaïne, trafic des armes, banditisme, et bien sûr le reste, traite des personnes, trafic des migrants. Tout cela peut être considéré comme étant du terrorisme qui menace la sécurité de l'État. Professeur Brahim Gendouzi, économiste, je le disais, cette menace qui guette le pays et la nation tout au long des frontières ouest a un impact direct et indirect sur l'économie, professeur Gendouzi. Tout à fait. Le narcotrafic, l'ombre qui a pris énormément d'ampleur, c'est des producteurs, des milliers d'hectares, des distributeurs, des détaillants, des réseaux logistiques, des moyens financiers énormes, des recrutements au niveau de la bande frontalière dans des zones isolées. Et tout ça, ça constitue une véritable force au détriment de l'Algérie, puisque l'Algérie est ciblée comme pays de destination et la cible, c'est la jeunesse algérienne. Nous savons que la population algérienne, les 2/3, c'est des jeunes. Et c'est cette jeunesse-là qui est ciblée. Et par conséquent, les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour combattre le narcotrafic, essentiellement au niveau des frontières, c'est des moyens qui sont enlevés vers d'autres activités pour protéger le territoire national. Oui. Donc cette économie de l'ombre, elle est destinée à déstabiliser la ressource humaine d'un pays, puisque autant les évolutions ces dernières 20 années portent sur de nouvelles formes d'action contre des États-nations et le narcotrafic, aussi bien les drogues dures que les psychotropes, sont devenus des armes pour déstabiliser les États-nations. Et justement, déstabiliser l'économie, mais également la société. Professeur Rachid Belhadj, on parlait de l'impact de ce crime-là, l'une des figures du crime organisé, la criminalité organisée. Sur l'impact, il y a un impact sur l'économie, mais également sur la société. Je le disais en début de cette soirée, au-delà donc de cet argent sale, de ce commerce illicite juteux, c'est donc d'autres buts à atteindre, d'autres objectifs à atteindre, notamment les jeunes et les moins jeunes de la société du pays. Effectivement, on parle du terrorisme. Si vous voulez toucher une nation, vous touchez à la santé de ses citoyens. Et parmi la santé mentale et maintenant la santé physique, d'où le ministère de la Santé, nous avons quand même depuis longtemps adopté une politique de prévention et de lutte contre ces produits dangereux pour la santé. Nous sommes en train justement, en tant qu'universitaires, gestionnaires du secteur de la santé, de développer une politique de protection justement de consommateurs. Il ne peut pas avoir un commerce s'il n'y a pas de consommateurs. Ça c'est important, c'est une formule claire, mais nous voulons développer le conseil. Il faut que notre population, ces jeunes-là, comprennent que ces produits-là sont dangereux pour la santé. Avant on disait que l'effet du cannabis c'était un effet hédonique, c'est-à-dire le plaisir, oui. Maintenant ça tue. Le terrorisme tue. Maintenant, on peut vous tuer. La conclusion est la même. Elle est la même. On a changé uniquement d'arme et de stratégie. Ces produits-là tuent, d'abord. Ils ont constaté des cas d'overdose. Nous organisons dans nos hôpitaux à prendre en charge justement ces overdoses. Comment d'éviter la mort, d'éviter des séquelles. Nous sommes aussi de gérer ce qu'on appelle cette notion de dangerosité chimique de ces produits-là. C'est des produits toxiques. C'est des produits, c'est un poison. Donc l'être humain, des jeunes qui peuvent décéder. Oui. À 20 ans, on ne peut pas les récupérer. Il y a aussi cette notion de dangerosité physique. Maintenant, on ne parle plus de l'atteinte du cerveau, c'est l'atteinte du cœur. C'est des jeunes qui font des endocardites mortelles. C'est des gens qui sont contaminés par le virus du sida, le virus de l'hépatite C. Donc on n'est plus dans un contexte purement drogue, effet secondaire des drogues, mais maintenant c'est la mort qui est là. Je parle en tant que légiste. J'en ai autopsié pas mal de jeunes, malheureusement, qui ont été victimes de cas d'overdose, bien des complications physiques de cette maladie. Il y a aussi le danger social.
cette déchéance sociale, cette violence. Nous avons une unité des urgences médico-judiciaires, je vous dis, on s'organise. Oui. Pas laisser, la médecine, c'est 24 sur 24. Pas laisser, et là, c'est un appel tout universitaire. Il ne faut pas laisser que les éléments, l'armée, les policiers, faire face à cela. Il faut que tous les Algériens, dans toutes les disciplines, s'organisent, les économistes, les juristes, les universitaires, les chercheurs, les médias, à faire face à ce phénomène-là. C'est vrai, c'est une stratégie, comme ça a été bien dit. Avant, il y avait ce bourrage du cerveau d'un faux islam, vous vous souvenez. Et maintenant, c'est un bourrage chimique. C'est un bourrage chimique et socialement, on voit si quelqu'un, il est malheureusement, c'est un addict, c'est un toxicomane, donc il y a une déchéance sociale, il risque de perdre son travail, taux de divorce élevé, taux de violence au milieu professionnel, au milieu familial élevé. Oui. Tous ces phénomènes touchent justement les sujets jeunes. Et si on veut détruire une nation, eh bien on détruit l'humain, on détruit surtout. Nous avons été toujours solidaires, nous avons fait face à la France durant notre guerre de révolution grâce à la famille algérienne, grâce à la solidarité. Si vous voulez détruire une nation, détruisez sa famille. Et ça, on l'a bien compris. Tout le monde doit s'associer, doit développer, d'organiser cette lutte implacable contre ce phénomène-là qui menace la sécurité et la santé des Algériens. Et je le disais, face à cette guerre invisible et silencieuse, les pouvoirs publics redoublent d'efforts sur le terrain, notamment avec un encadrement médical et paramédical. Docteur Iman Yeto, vous qui êtes spécialiste en psychiatrie, il y a tout un accompagnement médical, le disait professeur Rachid Belhadj, pour sauver du moins ceux qui sont tombés entre les mailles de ce filet, celui de la menace du narcotrafic, docteur. Oui, effectivement, c'est-à-dire en tant que thérapeute et acteur dans la santé, l'Algérie actuellement dispose de plus de 50 centres intermédiaires de soins en addictologie depuis 2014. Les CISA. Donc ce qu'on appelle CISA. Alors en plus des centres de cure pour les cas compliqués, le citoyen algérien n'a pas besoin de se déplacer entre wilayas pour avoir un accès aux soins. Il y a une facilité d'accès aux soins, il y a des équipes qui sont formées, ils sont là, ils sont présents. On fait des actions aussi de prévention auprès du grand public, au niveau des médias. Il y a eu récemment une formation des pairs, des patients qui ont été déjà pris en charge et stabilisés pour justement participer à ces actions de prévention, car ils utilisent le même langage, ils sont passés par là, donc ils connaissent mieux les effets et tout ça, donc ils ont plus d'impact. On le sait, ça on le sait très très bien. Si on veut influencer quelqu'un, c'est les pairs qui peuvent l'influencer plus que son père, plus que sa famille, plus que... Exactement. Donc il y a des moyens qui sont là, c'est vrai que ça reste insuffisant. Pourquoi ? Parce que ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, mais quand même il y a, c'est-à-dire des efforts qui sont énormes pour faire face. Il y a une prise de conscience aussi. Bien sûr, il y a une prise de conscience. On voit qu'il y a une volonté pour lutter contre, c'est concret, c'est-à-dire contre ce phénomène. Voilà, Et il faut insister sur le point de la gratuité de l'accompagnement et du soin, docteur. Exactement, le soin il est gratuit, il y a toute une équipe, je vous ai déjà dit, il y a des psychologues, il y a des ergothérapeutes, des médecins, il y a des formations pour des médecins généralistes pour devenir acteurs en addictologie, il y a des médecins psychiatres qui interviennent en cas de complications psychiatriques, il y a un travail multidisciplinaire avec nos confrères en ce qui concerne les complications. Mon collègue il a déjà dit, il y a des complications très graves qui engagent le pronostic vital, notamment les accidents aigus d'overdose, les complications cardiovasculaires, notamment l'endocardite infectieuse qui fait des ravages, des infections transmises par le sang. Donc il y a même un travail multidisciplinaire qui s'organise autour de cela pour lutter contre ce phénomène. Et une cinquantaine de CISA, de centres intermédiaires en soins d'addictologie, d'une manière générale, l'addiction d'une manière générale. Il faut insister sur l'addiction qui reste difficile d'abord à traiter et l'accompagnement, c'est un accompagnement de longue haleine, professeur Belhadj, docteur Yeto. Oui, alors l'addiction c'est un état pathologique qui est chronique, il est déclaré par l'OMS comme une maladie chronique, d'installation progressive avec des moments de rechute et de rémission. Il y a tout un cortège de symptômes qui accompagnent cette addiction, mais il y a 3 piliers qui sont là, qui est le craving,
l'incapacité et l'envie irrésistible de consommer, il y a l'installation du phénomène d'accoutumance et de tolérance. Notre cerveau, il est très intelligent, donc il s'adapte à chaque fois à des situations nouvelles. Et lorsqu'il y a une décharge importante de dopamine due à ces drogues-là, donc notre cerveau va s'adapter, va réduire ses récepteurs en dopamine. Donc l'individu a besoin d'augmenter davantage de doses pour avoir le même effet. Il y a un troisième symptôme qui est très important dans les addictions, c'est le syndrome de sevrage. Lorsqu'on arrête brusquement la consommation ou on dégraisse rapidement, là, il y a une apparition de symptômes soit psychologiques seulement, soit les deux, selon les molécules consommées. C'est-à-dire, pour résumer, l'addiction, c'est une perte de contrôle et perte de liberté. On n'est plus chef de nous-mêmes, c'est le produit qui prend le dessus, qui prend des décisions. Voilà. Il faut aussi insister sur le point, certains essaient de banaliser la consommation du kiff traité dit hashish. Elle est tout aussi dangereuse et complexe à traiter. Oui. C'est-à-dire la dangerosité, elle n'est pas liée seulement au produit. Le cannabis, sa dangerosité et le fait qu'elle est liée à la dose importante de THC dans le cannabis consommé actuellement. Il faut bien savoir qu'il y a un lien direct entre le cannabis et certaines pathologies psychiatriques graves, notamment la schizophrénie, qui est un fardeau lourd pour la prise en charge. Et quand il y a une comorbidité, addiction plus troubles psychiatriques, ça entrave la prise en charge. Oui. D'accord, ça donne des formes plus graves, résistantes au traitement, de multiples hospitalisations. Donc même sur le plan d'économie de santé, c'est un fardeau lourd à porter. Donc voilà, c'est-à-dire il ne faut pas banaliser. Le cannabis est aussi dangereux que les autres molécules. Il est largement en clinique, largement utilisé et consommé. Hassan Qassemi, si certains pays essayent, tentent ou ils sont dans la légalisation de ce commerce du kiff traité, dans certains pays même de cocaïne, et l'Algérie est dans le rejet de la consommation de tout ce qui est autour des substances de drogue, toute forme de drogue. Hassan Qassemi. De toute façon, l'Algérie est en train de durcir son dispositif législatif. La dernière loi, d'ailleurs, de mars de 2025 est intervenue pour un peu durcir les conditions pénales, les sanctions, bien sûr, contre les réseaux narcotrafiques de toutes sortes, cocaïne, psychotropes, hashish, cannabis. Donc le dispositif législatif algérien prohibe la culture, l'exploitation, le transport et le stockage, bien sûr, et aussi il criminalise cette activité qui est exercée par des narcotrafiquants. Et là, je voudrais revenir à ce phénomène de dépénalisation de la drogue qui a malheureusement été enclenché en décembre au niveau des Nations Unies pour le cannabis. Il y a eu un vote je reviens parce qu'il est très important. En décembre 2020, il y a eu un vote au niveau de la Commission des stupéfiants des Nations Unies pour un peu déclasser le cannabis de la liste 4, où on retrouve pratiquement la liste des stupéfiants qui sont très dangereux. Et le vote, malheureusement, a été scandaleux. Il y a eu 50 États qui ont voté, et le vote pour, et j'ai les chiffres, ceux qui ont voté pour le retrait du cannabis de la liste des stupéfiants dangereux, il y a eu 27 États qui ont voté pour, 25 États qui ont voté contre, une abstention. Donc le vote s'est joué sur une voix. C'est une seule voix qui a permis de déclassifier le cannabis de la liste des stupéfiants qui sont dangereux. Et là, je vous dis que le vote s'est déroulé dans des conditions qui ne sont pas transparentes. Il faut absolument que ce dossier soit remis au niveau de la Commission nationale des stupéfiants des Nations Unies, soit remis sur la table, parce qu'on vient d'entendre les professeurs et les experts qui sont là parmi nous, confirmant que le cannabis d'abord est une violence sur le corps humain, d'abord c'est une destruction des capacités physiques, cognitives, et psychologiques de l'homme, et ensuite c'est une violence sur
et tout le reste, une désocialisation, disparition des capacités professionnelles, des capacités cognitives. Donc le cannabis qui circule actuellement dans le monde contient des substances qui sont très dangereuses. Elles ont été recensées. Il y a à peu près 14 substances dans le cannabis version cannabis mexicain qui est produit actuellement chez le voisin de l'Ouest. Et bien sûr, on a retrouvé même des particules de plomb et des adjuvants, des produits chimiques qui sont très dangereux pour la santé et qui sont d'ailleurs mortels, qu'on a retrouvés dans le cannabis. Donc, c'est une drogue qui ne peut pas être considérée comme une drogue douce. C'est une drogue aussi dangereuse, aussi nocive, aussi toxique que bien sûr, que l'opium ou bien sûr la cocaïne. Et là, bien sûr, il faut absolument revenir sur cette déclassification. Et le Maroc, en 2021, a pris une loi légalisant l'exploitation. Maintenant, l'exploitation du cannabis au Maroc se fait par des autorisations qui sont délivrées par le Makhzen, bien sûr. Et ce n'est qu'une manière ou une autre d'essayer de donner une apparence acceptable à un trafic qui est très dangereux, qui se développe aux frontières de l'Algérie, qui menace notre sécurité, qui menace la sécurité d'ailleurs pas uniquement de tout le continent africain, mais aussi de toute l'Europe. Vous devez savoir qu'il y a à peu près, au niveau de l'Europe, il y a à peu près 30 millions de consommateurs de cannabis. En France, l'un des pays les plus grands consommateurs de cannabis en Europe, c'est la France, qui consomme à peu près l'équivalent. Il y a à peu près 6 millions de consommateurs. Maintenant, si je dois revenir à un autre aspect très important, il faudra absolument dire que les plus grands parrains du monde, les producteurs du monde de drogue, ne sont pas situés en Amérique latine. Ce n'est ni la Colombie, ni le Mexique, ni le Venezuela. Le plus grand producteur de drogue dans le monde, de drogue dure dans le monde, c'est le voisin de l'Ouest. Et là, j'ai des chiffres que je peux vous donner des Nations Unies. Je peux vous donner le marché des consommateurs de drogue sur le plan mondial. C'est à peu près 316 millions de consommateurs. Sur les 316 millions de consommateurs sur le plan mondial, vous avez 244 millions qui consomment du cannabis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à peu près 90% des consommateurs de drogue dans le monde sont des consommateurs de cannabis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus gros producteur de hashish, de cannabis dans le monde, c'est le Maroc. Ça veut dire que le plus grand cartel de drogue dans le monde, c'est le voisin de l'Ouest. Et je vous donnerai des chiffres que les opiacés, c'est-à-dire ce sont les substances dérivées du pavot, de l'opium, c'est 60 millions. C'est un marché qui représente 61 millions. Par contre, les amphétamines représentent, d'ailleurs c'est un marché qui est en train de se développer, d'exploser. Le marché des amphétamines représente à peu près un marché de 35 millions de consommateurs et la cocaïne à peu près 30 millions de consommateurs. Vous voyez que maintenant que le cannabis représente 90% du volume des consommateurs de drogue dans le monde, ce qui veut dire aussi que nous avons aux frontières de l'Ouest le plus grand cartel du monde de drogue. Alors, professeur Rachid Belhadj, si on avait à prendre en considération les données de Hassan Qassimi, Monsieur Hassan Qassimi, certains pays qui veulent légaliser la consommation, aussi la commercialisation de cannabis, se cachent derrière aussi cette idée générale des vertus thérapeutiques de l'utilisation au milieu médical du cannabis. Justement, dans les décisions, les grandes décisions qui concernent la médecine, il y a quelque chose qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Ça, c'est important. C'est-à-dire ce qu'on veut réellement. Ce qu'on a été surpris, c'est-à-dire que de changer, c'est-à-dire de dire que c'est une vertu thérapeutique, en réalité, les sciences sont là. Il y a des dégradations sur la cellule humaine. D'un côté, on parle d'éthique, de préserver le génome humain, de préserver l'intérêt de l'embryon, et de l'autre côté, on autorise à ces substances-là, on a cette sensation quand même, il y a de l'économie, il y a de l'argent sale qui est derrière ces idées-là. La preuve, nous, sur le terrain, je vous parle de l'accidentologie routière.
Des gens Oui. qui décèdent, c'est-à-dire des décèdes, ceux qui ne consomment pas, sont parfois victimes de ces consommateurs. Dans la plupart des accidentologies routières mortelles avec un nombre important, souvent il y a cette association cannabis et autoproduits. Ça, c'est évident. L'Algérie, nous sommes en train d'assister, nous avons une unité de prise en charge des passeurs de drogue. Oui. Et souvent, ces passeurs de drogue, Dieu merci, on a fermé les frontières. À certains moments, c'était des passeurs de drogue, des vols connus de passeurs humains de drogue et surtout de cannabis. On s'est organisé, l'Algérie, nous avons des moyens de faire un scanner dans le cas de l'urgence, de contrôler et de le prendre en charge humainement. Très bien. Ça, c'est important et nous sommes en train d'apporter ce qu'on appelle la preuve scientifique du consommateur. Lorsque les services de sécurité arrêtent ces consommateurs, le juge ou l'avocat ou les enquêteurs ont besoin d'une preuve scientifique. L'Algérie est en train de développer ce qu'on appelle la toxicologie médico-légale, afin d'aider aussi, dans le cas de l'urgence, d'assister nos collègues. Parce que souvent, il y a une association, il n'y a pas que le cannabis, il y a association d'autres produits. Maintenant, les sciences se sont développées. Il y a l'effet de ce produit-là, il y a aussi le contre-effet. Par exemple, ceux qui consomment inventent, s'adaptent à ces choses-là. Par exemple, la consommation des boissons énergisantes. Oui. Et souvent, malheureusement, si vous associez alcool, cannabis, tabac avec des produits-là, ça tue. Voilà. Le cœur ne pourra pas supporter. Donc on est dans une C'est un stratégie cocktail mortel. criminelle, d'où l'intérêt, nous, en tant qu'universitaires, de développer des protocoles, de créer des liens dans la transversalité. Si ma collègue psychiatre reçoit quand même son malade, il est dans une situation critique, nous avons l'obligation éthique et morale de le prendre en charge, de lui donner cette chance de vivre, mais aussi de le prendre en charge après. C'est dans cette, justement, vision humaine, juridique, scientifique, sociale, que nous sommes en train d'essayer de nous organiser dans le cadre de l'urgence. Et croyez-moi, je suis aussi directeur des activités médicales paramédicales CH Mustapha, on reçoit ces jeunes-là. Ça touche les deux sexes. Oui. Avant, la drogue, c'est touché. Et il y a aussi, masculin. nous sommes en train, on a peur. Cette peur, lorsque les drogues durent, on a mis l'économiste, avant les drogues, la cocaïne, c'était la drogue des riches. Oui. Et le cannabis, c'était la drogue de tout le monde. Si le prix, justement, de la cocaïne, l'héroïne et d'autres produits, des amphétamines, diminue, c'est la criminalité, justement. Elle étudie ces aspects économiques, si vous voulez empoisonner une population, diminuer les prix pour que tout le monde puisse consommer justement cela. Donc il y a cette notion économique criminelle contre une nation, comme l'a été si bien dit, cibler les sujets jeunes et des deux. L'Algérie, nous sommes en train de nous organiser, de faire face et de prendre en charge à temps ces aspects, soit dans le cadre de l'urgence, soit dans le cadre du diagnostic et dans le cadre du suivi. Et il faut dire, professeur Rachid Belhaj, même si cette substance qui est la cocaïne, qui fut une drogue des riches, aujourd'hui ce poison est empoisonné parce que même si cette substance, cette drogue qui est à la portée de monsieur et madame tout le monde, elle est transformée. Exact. Exactement. Nous assistons, comme ça a été bien dit, mon collègue a parlé du syndrome de sévrage. Nous, lorsqu'on voit qu'il y a un taux élevé de mort subite d'origine toxique, on sait bien qu'il y a une nouvelle marchandise qui est entrée. Et parfois, lorsqu'il y a cocaïne pure, parce que le cerveau humain, le corps humain, s'adapte à des drogues qui sont mélangées. Donc, il ne reçoit pas la dose toxique. Si, dans le cas, il utilise par exemple un gramme d'une cocaïne qui n'est pas pure, elle est souvent associée à d'autres produits dangereux dans la santé qui contiennent le plomb. Et lorsqu'il y a une drogue pure, pour le même gramme, il est toxique et mortel. Alors. Donc, il y a de la recherche dans ce domaine-là. Les universitaires, nous essayons de comprendre même les drogues de synthèse. Il y a des laboratoires criminels qui fabriquent des drogues de synthèse qui sont encore plus dangereuses pour la santé. Il faut qu'on puisse poser un diagnostic scientifique. Et là, c'est le rôle des universitaires et des moyens. Là, j'ai en train de... Mustapha, on va être doté de matériel quand même. Et c'est la WGMAS pour justement d'avoir un diagnostic précis et quantitatif. Parce que qui témoigne de l'engagement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont compris qu'il faut mettre c'est-à-dire la grosse cylindrie pour faire face à ce problème-là, surtout dans le contexte scientifique. On a besoin de chiffres
On ne va pas vous dire qu'il y a tel produit qui est là. On a besoin de chiffres pour que mes collègues psychiatres ou réanimateurs puissent prendre une décision thérapeutique juste pour l'intérêt, encore une fois, un intérêt humain. C'est la santé du citoyen algérien. Très bien. Professeur Rachid Belhadj, avant de passer à professeur Brahim Ghedouzi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose de très important concernant l'usage thérapeutique du cannabis. C'est de la poudre aux yeux. Vous savez que 90% du cannabis qui circule dans le monde et que nous interceptons au niveau du frontière, ce ne sont pas des produits à usage thérapeutique. C'est une drogue dure, dangereuse, toxique. Donc, l'excuse ou bien... C'est un prétexte mensonger. C'est un prétexte mensonger. Et il y a derrière quelque chose de plus grave, de plus dangereux. C'est à la limite du terrorisme. Il y a une volonté manifeste, délibérée, de vouloir décimer, détruire les populations mondiales, pas uniquement la population algérienne. Et moi, peut-être que tout à l'heure, si vous me donnez la parole, on pourra parler des propositions de ce que nous devons faire pour l'avenir, pour contrer un peu toutes ces menaces qui sont en train de se développer dans le pays. Mais toujours est-il qu'actuellement, nous assistons à une production aussi bien de la cocaïne que du cannabis, une production d'une drogue qui devient bon marché, parce que les prix sur le plan mondial, la production a tellement augmenté que les prix sont en train de s'écrouler, et nous avons l'arrivée bien sûr des drogues de synthèse, les amphétamines aussi, qui sont aussi des produits qui sont bon marché, qui circulent dans la société de manière dramatique et assez inquiétante. Très bien. Merci. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec vous sur Canal Algérie pour parler de cette guerre silencieuse invisible, à savoir la lutte contre le narcotrafic, la lutte sur la bande frontalière ouest du pays qui constitue, on le disait, Hassan Qassimi, l'un des axes stratégiques de cette cartographie de la criminalité organisée. Professeur Brahim Ghedouzi, vous qui êtes économiste, on avait parlé il y a un moment donc de l'impact et on va parler aussi des enjeux de ce trafic-là, du narcotrafic. L'Algérie n'épargne aucun effort, parce qu'on va parler également du volet militaire, car sur le terrain, les détachements de l'armée nationale populaire redoublent d'efforts. C'est une bataille, une série de batailles au quotidien sur le terrain, sans merci et sans cesse, pour faire face à ce narcotrafic. L'Algérie a redoublé d'efforts en mettant en place notamment des projets créateurs de richesses et d'emplois pour, on va dire, contrer d'abord ces trafiquants et aussi attirer ces jeunes vers ces projets-là et aussi faire face d'une manière ou d'une autre à ce fléau. Tout à fait, parce qu'il faut faire de l'anticipation à ce phénomène gravissime. Il faut la surveillance, il faut la neutralisation. Donc ces trois aspects sont conjointement utilisés. Et quand on dit faire l'anticipation, il ne faut pas uniquement se contenter de la neutralisation. Il faut, au niveau de la bande frontalière, au niveau des frontières du pays, il faut développer l'activité économique pour permettre aux populations frontalières de pouvoir disposer de revenus et ne pas laisser le champ libre à ces grands trafiquants, parce que c'est un véritable management qui s'est développé autour des narcotrafics pour recruter dans les localités isolées, pour bénéficier des reliefs ou du climat difficile, parce que nous savons que notre pays est très vaste et que nos frontières c'est le Sahara. Il y a des caches naturelles, il y a des bandes qui sécurisent les trajets pour permettre à la drogue de pénétrer le territoire national. Et donc il faut initier des activités économiques au niveau des frontières pour permettre une meilleure maîtrise et de l'anticipation sur l'action, disons, organisée et sophistiquée des grands trafiquants, parce que le business du narcotrafic bénéficie d'une logistique extraordinaire, bénéficie de fonds financiers extraordinaires. Et pour faire face à tout cela, il faut de l'organisation, il faut de l'anticipation, et il faut montrer sur le plan économique la solidarité avec nos voisins, notamment les populations frontalières
pour leur permettre d'avoir des revenus, pour leur permettre d'accéder à la santé, pour leur permettre d'accéder à la formation et l'éducation. Donc c'est grâce à ces aspects-là qu'on peut atténuer l'action des narcotrafiquants. Alors, et aussi l'Algérie met en place des zones de libre-échange, notamment avec le pays voisin, la Mauritanie. C'est aussi une manière comme une autre pour faire face à ce fléau-là. Oui, dans le dispositif que l'Algérie compte mettre en place, il y a ce qu'on appelle les zones franches qui permettent de développer l'activité économique avec des pays voisins. La première zone franche, elle est à Tindouf avec notre voisin la Mauritanie qui va entrer incessamment en activité. Mais il y a d'autres zones franches, il y en a 5 avec le Mali, avec le Niger, la Libye, la Tunisie. Ça permet de générer de l'activité économique, de générer du commerce et de faire bénéficier les populations frontalières disons de services qu'ils ne trouveront pas ailleurs, et donc les retirer des mauvaises fréquentations liées à des bandes soit terroristes, soit de narcotrafiquants pour les rémunérer, les introduire dans les circuits de passation des marchés de drogue. Voilà. Et on va parler dans un petit moment donc des efforts consentis par les détachements de l'Armée nationale populaire et aussi de cette enveloppe financière conséquente qui est donc mobilisée pour faire face, notamment pour développer la logistique et aussi le développement des technologies de l'Armée nationale populaire qui constitue l'une des plus importantes armées au monde. Alors, docteur Emelietto, revenons à l'aspect médical, encadrement médical et paramédical, donc de ceux qui sont, je le disais au risque de me répéter, entre les mailles du filet de ce trafic-là. Je disais, il y a une prise de conscience et même au sein de la population, nous avons compris que ceci ne fait pas partie, j'ai envie de dire, des traditions de la société algérienne. Oui, oui. La stigmatisation, le silence, la honte, ça a été toujours un obstacle pour franchir les portes de la prise en charge. Mais là, actuellement, on voit qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante. D'ailleurs, on le voit visiblement au terrain. Il y a plus de demandes de prise en charge. Il y a plus de demandes de cure de sevrage au niveau des urgences. Mais malheureusement, en parallèle, on reçoit de plus en plus de cas compliqués, de troubles psychiatriques et somatiques par rapport à avant. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais en parallèle, il y a des complications qui se sont installées, surtout quand on a des complications sur la santé mentale. Un jeune qui est atteint de troubles mentaux, il ne peut pas être dans toutes ses capacités pour être efficace dans la société. Et ça tourne autour de ça. Quand on touche à la santé mentale de nos jeunes qui représentent 2 tiers de la population, on est en train de détruire notre société. Voilà, donc, la drogue dans toutes ses formes, les formes de cette substance nocive, dangereuse et mortelle, le disait professeur Rachid Belhaj, qui a un impact direct et indirect sur les jeunes et moins jeunes. Il faut dire que dans la prise en charge, il y a l'avant, pendant et après, docteur. Oui. En addictologie, la prise en charge se divise en trois étapes importantes. Oui. D'abord, la prévention. Faire un travail de prévention, et c'est le travail le plus important qui doit se faire d'une manière beaucoup plus large et importante pour éviter justement la consommation. Voilà. Donc, un deuxième travail qui est un travail de prise en charge pour éviter de passer à une addiction, parce que pas tous les consommateurs sont des addicts. On a très bien défini l'addiction. Donc il y a une installation progressive. C'est à ce moment-là où il faut agir pour éviter ces prises occasionnelles liées à des contextes variés, pour appartenir au groupe, pour soulager une souffrance psychologique par exemple, pour faire face à des problématiques du quotidien. Donc il faut agir à ce moment-là pour ne pas passer à l'addiction, à la chronicité. Et lorsqu'on est devant une addiction qui est déjà installée, là on fait un travail de prévention et de réduction de risque. Il y a c'est-à-dire l'aspect thérapeutique, on doit traiter, prendre en charge cette addiction, mais en parallèle, on doit faire un travail de réduction de risque pour éviter justement toutes ces complications sur la santé mentale, sur la santé physique, mais aussi sur le plan professionnel et social.
Ah, très bien. Et je le disais, la guerre face au narcotrafic, c'est une guerre sur le terrain et au quotidien, sans cesse et sans merci, par les détachements de l'armée nationale populaire. Hassan Qassimi, notre armée, et l'a saisie. La dernière en date, c'était donc dans l'une des communes non loin des frontières, dans la wilaya de Béchara. La veille, donc, de la mise en service et de l'exploitation de la voie ferroviaire minière Béchar-Garaj-Bilet, l'une des fiertés du peuple algérien, l'un des exploits économiques du pays. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi à cette heure-là, j'ai envie de dire, et à qui profite le crime, Hassan Qassimi? Vous savez, le crime organisé a un caractère international et surtout que nous avons à nos frontières un acteur politique qui s'est allié avec des entités subversives sionistes qui, bien sûr, ont mis dans leur programme de déstabilisation subversive la déstabilisation de l'Algérie. Donc, vous devez savoir que quelques jours avant, bien sûr, la réception du méga projet de Garaj Bilet, il y a eu à peu près, en l'espace de quelques jours, l'équivalent de 8 quintaux de Kiev qui ont été interceptés. Et cela, bien sûr, prouve un peu le volume des moyens qui sont développés par l'armée nationale populaire au niveau des frontières. Vous devez savoir que il est très difficile de contrôler des frontières aussi vastes et qu'il faut, bien sûr, de manière humaine, cela, bien sûr, n'est pas possible. Donc il y a l'intervention de nouveaux moyens technologiques qui permettent bien sûr de surveiller, de renforcer le contrôle des frontières. Vous avez tous les moyens, je ne citerai pas les moyens technologiques qui sont utilisés par l'armée nationale populaire, mais je donnerai seulement les chiffres qui ont été les bilans, quelques points importants du bilan de l'armée nationale populaire durant l'année 2025. Il y a eu pratiquement 930 kilos de cocaïne qui ont été interceptés et saisis. Souvenez-vous, il y a de ça une vingtaine d'années, les quantités de cocaïne saisies, c'était en grammes. Actuellement, nous ne sommes pas loin d'une tonne de cocaïne par an. Et ce qui est encore plus dramatique, ce sont les amphétamines. Tout à l'heure, vous en avez parlé du prégabalin, de l'ecstasy. À peu près, nous avons en 2025 40 millions de psychotropes qui ont été saisis. Et si on doit revenir, et 3000 durant l'année 2025, 3000 narcotrafiquants qui ont été arrêtés par l'armée nationale populaire. Maintenant, si on doit parler de la période janvier-février, à peu près un mois et demi, je vous donnerai 4 dossiers. Il y a eu, pour la drogue cannabis, il y a eu 38 quintaux qui ont été saisis, c'est immense, c'est important. Narcotrafiquants, 206 narcotrafiquants qui ont été arrêtés. Cocaïne, il y a eu 64 kilos de cocaïne en l'espace d'un mois et demi. Et il y a eu plus de 5 millions de psychotropes en un mois et demi qui ont été interceptés et saisis. Donc vous voyez à peu près, c'est des chiffres qui nous donnent non seulement le volume des menaces, mais l'importance des moyens qui sont déployés par le ministère de la Défense au niveau des zones frontalières. Et là, bien sûr, sur cet aspect, il y a un point très important, c'est que nous ne pouvons pas uniquement privilégier les solutions sécuritaires et militaires pour lutter contre ces formes de menaces. Il y a un deuxième dossier, un deuxième volet qui concerne le développement local, l'aménagement du territoire. Et là, il y a eu des instructions dernièrement du président de la République, le dernier conseil des ministres du président de la République, c'est de mettre en œuvre des programmes complémentaires pour pouvoir réduire les niveaux, les disparités et les niveaux de développement au niveau pratiquement des nouvelles wilayas qui sont installées au niveau des zones frontalières. Et c'est là où va intervenir la mise en place de nouveaux programmes pour développer les zones frontalières, et en développant les zones frontalières, on maîtrise les territoires, en maîtrisant les territoires, on boucle les frontières, et on boucle les frontières, et bien sûr, parallèlement à cela, il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets, il y a le programme du gouvernement, il faut expliquer qu'il y a une stratégie qui a été adoptée en Conseil des ministres en 2025, je crois décembre 2025, qui a été adoptée par le Conseil des ministres, la stratégie de lutte contre le trafic de drogue.
et la prévention de 2025 à 2029. Il y a également un deuxième programme des Nations Unies, c'est le programme des Nations Unies en matière de lutte contre le trafic de drogue de 2025 à 2029. Mais sur ce programme des Nations Unies, on pourrait peut-être dire beaucoup de choses et faire des propositions, c'est-à-dire d'ajouter un chapitre en matière de lutte contre l'origine de ce phénomène qui est en développement, à savoir essayer de neutraliser, de réduire toute cette production de cannabis qui est en train de se développer à nos frontières. Donc voilà à peu près les grands schémas, les grands axes des solutions, des propositions, des stratégies qui sont mises en œuvre sur le terrain pour pouvoir réduire l'ampleur des menaces et l'ampleur, bien sûr, des conséquences dont les effets collatéraux sont désastreuses pour la société, pour la famille et pour l'Algérien d'une manière générale. Il faut dire, Hassan Qassemi, que l'armée nationale populaire, c'est une armée moderne qui se modernise de jour en jour, j'ai envie de dire, en intégrant de nouvelles technologies dans ses moyens logistiques et même satellitaires, professeur Rachid Belhadj. Et là, je m'adresse à tout le monde. Alors, les moyens actuels sont-ils à la hauteur de la menace, professeur Gendouzi, professeur Belhadj? Permettez, il faut parler de l'histoire. L'armée populaire nationale a assisté le peuple algérien dans des circonstances très difficiles. Heureusement qu'il y avait l'armée durant le terrorisme, il faut l'oublier. Deuxièmement, dans les situations de catastrophes naturelles. Vous vous souvenez des séismes, etc. Et actuellement, l'armée nationale, avec les forces de sécurité, sont en train de faire face, justement, mais d'une manière moderne. D'une manière moderne, avec les technologies, nous sommes en train, parce qu'on doit s'adresser au peuple, on doit s'adresser à l'individu. Il faut s'adresser à eux d'un langage scientifique simple et en chiffres, comme ça vient d'être dit, de janvier-février 2026. Nous, universitaires, nous devons communiquer avec notre population en chiffres clairs, simples, compréhensibles pour les sensibiliser, tels que l'humain a peur de la mort, c'est une vérité. L'humain socialement, je vous dis, en matière de chiffres, je vous ai dit taux de divorce élevé. Le premier avant, c'était le chômage, source de divorce. Maintenant, ce n'est plus le chômage, c'est la drogue. Parmi l'accidentologie routière avant, c'était non-respect de code de la route, maintenant c'est la drogue. Regardez ces chiffres-là. En chiffres, c'est une réalité. Le suicide, chez le jeune, ma collègue est là. Avant, on disait le suicide, c'était les maladies, les PMD, etc. psychiatriques. Maintenant, c'est la drogue aussi. Le passage à l'acte. Je suis légiste. Wallah al-Adim. Lorsque vous voyez un jeune de 20 ans qui passe à l'acte et parfois il se filme avec les cyber, on a une responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'universitaire, tout le monde en a cette. Donc, nous devons suivre une politique implacable et, si vous permettez, aussi le secteur privé. Le secteur privé algérien doit participer dans cette lutte implacable. Ça ne concerne pas que le secteur public. Ça ne concerne pas que l'état de la fonction publique ou l'armée. Même le secteur, la société civile, le secteur privé doit assister l'État, nous aider dans ces programmes-là par le financement, par l'assistance justement aux gens de terrain qui sont en train de lutter contre ce phénomène dangereux pour la sécurité et la santé des Algériens. Très bien. Professeur Gendouzi, Ibrahim? Comme on dit, un problème exceptionnel, des mesures exceptionnelles. Nous sommes à un véritable défi de trouver les leviers adéquats pour faire face à ce phénomène de narcotrafiquants et particulièrement les effets de la drogue sur les jeunes. Et je pense qu'il y a lieu de mobiliser toute la société parce que toutes les familles sont concernées. Aucune famille n'est à l'abri. Tous les quartiers des villes, les douars, les villages sont concernés. Et je pense que les nouveaux leviers doivent aller vers, évidemment, la neutralisation, mais aussi l'anticipation grâce à l'utilisation de moyens maintenant digitaux, la surveillance, l'utilisation de moyens adéquats pour permettre au niveau des frontières d'isoler et de neutraliser les narcotrafiquants parce qu'ils utilisent de façon spécifique des moyens logistiques importants, voire exceptionnels, qui leur permettent de profiter des frontières algériennes, plus de 6000 km de frontières terrestres,
et ce n'est pas facile à surveiller. Et donc, il faut des moyens exceptionnels, il faut un état d'esprit pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Et la société donc, est appelée à se mobiliser face à cette action qui vise la société algérienne, l'économie algérienne, puisque les dangers sont sur la route, le lieu de travail, les établissements de formation, la famille elle-même. Et donc, personne n'est à l'abri face à ce phénomène grave et dangereux. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Imanieto? Oui, je voulais dire que le problème de consommation de toxiques est actuellement en Algérie un problème de santé publique. Ça concerne toute la société. Tout le monde doit participer pour lutter contre ce phénomène qui ne cesse de s'aggraver. Et un dernier conseil, il faut consulter, il ne faut pas avoir honte, il faut éviter de stigmatiser ces gens-là, il faut les inciter pour les brancher dans un circuit de soins. Très bien. Merci. Et pour terminer, Monsieur Hassan Qassimi, il faut dire que la lutte contre le narcotrafic menée notamment par les détachements de l'Armée nationale populaire, c'est d'abord une question de souveraineté. Sans aucun doute, l'armée nationale populaire, l'une des missions principales, c'est de protéger l'intégrité du territoire national et bien sûr de lutter, neutraliser toutes les menaces, quelle que soit leur forme. Là, je voudrais ajouter un dernier mot, c'est de lancer un appel à la population algérienne pour qu'elle se mobilise. Il est important parce que les services de sécurité, quels que soient les moyens technologiques, quels que soient les moyens humains que nous développons aux frontières, il faudrait que la population, il faudrait que la société civile se mobilise pour isoler les narcotrafiquants dans la société. Il faut absolument dénoncer tous les trafiquants, tous les dealers qui sont dans les quartiers, dans les villes. Il faut absolument qu'il y ait une participation active de la population. Et un deuxième point, je dois dire aussi qu'au niveau des frontières de l'Ouest, il y a eu des tranchées qui ont été construites sur certains passages traditionnels qui sont connus, des tranchées très importants. Et là, moi, ce que je pourrais, c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage que ma personne, c'est de construire un mur de clôture sur toute la longueur des frontières ouest du pays, et bien sûr pour pouvoir protéger notre pays contre cette production industrielle de cannabis qui est en train d'inonder le marché national. Et aussi, il y a un deuxième phénomène, c'est le phénomène des psychotropes et le phénomène, bien sûr, de la criminalité et le terrorisme qui se développe aux frontières du Sud. Il faut absolument examiner cette possibilité de vouloir construire des clôtures tout au long des frontières du Sud du pays pour pouvoir protéger le pays parce que la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix, professeur Rachid Belhadj. Si vous avez à qualifier les missions, les efforts consentis par les différents acteurs qui sont au front pour faire face au narcotrafic, qu'allez-vous dire? Vous vous souvenez, lorsqu'il y avait la Covid-19, il y avait la sécurité des Algériens, on a dit la sécurité des Algériens, c'est l'affaire de tous. La même chose. Je peux dire, ce concert qui est la drogue qui est en train de toucher tout le monde, c'est une affaire de tous. Il faut éviter la loi du silence. C'est comme le cancer. Si vous ne prenez pas en charge précocement, il va vous tuer. Identique pour ce phénomène de drogue. Et ça va endeuiller toutes les familles algériennes. Il n'y a pas des familles qui ne sont pas épargnées. C'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation morale, justement, de participer dans la lutte et la prévention contre ce fléau. Professeur Brahim Gendouzi. Eh bien, il ne faut pas baisser le bras, il faut toujours être, disons, sur le vif du sujet pour pouvoir faire face à ce phénomène grave qui s'attaque à la jeunesse algérienne. Et donc la mobilisation est le mot qu'il faut faire passer parce que personne n'est à l'abri. Docteur Imanieto. Alors c'est l'affaire de toute la société, ça nous concerne tous. Si on veut protéger notre pays, on doit tous participer pour lutter contre ce phénomène. Et en tant qu'acteur de santé, on est là, on est présent pour prendre en charge ces malades-là. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut franchir les portes de la prise en charge et il ne faut pas attendre surtout les stades de complications pour se prendre en charge. Merci beaucoup pour ce message et le message est passé. Merci messieurs, dames pour toutes ces précisions, ces éclairages.
autour de cette menace qu'est le narcotrafic qui guette l'Algérie et la nation tout au long de la frontière ouest. Merci Hassan Qassimi, spécialiste des questions sécuritaires et migratoires. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Professeur Belhadj, vous qui êtes chef service de médecine légale au niveau du CHU Moustapha Bacha à Alger. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un devoir de toute université, toute Algérie. Merci à vous, professeur Brahim Gendouzi, professeur en économie, économiste au niveau de l'université Ould Mamre Tizi Ouzou. Merci d'être venu. Moi qui vous remercie. Et docteur Eman Yeto, vous qui êtes maître assistant au niveau du service psychiatrie à l'ESH, Mahfoud Boussepsi, qui fut un éminent psychiatre, l'un des grands noms de l'élite en médecine en Algérie. Merci d'être passé nous voir, très exactement à Cheraga, à Alger. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission autour du narcotrafic, cette menace au risque de me répéter qui guette la nation et le pays tout au long de la frontière ouest du pays. Et je retiendrai la phrase de professeur Rachid Belhadj. La lutte contre le narcotrafic, c'est l'affaire de tous. Merci à vous tous. C'est un grand merci de cette tribune à tous les acteurs qui contribuent dans la lutte sur le terrain contre le narcotrafic. Un grand merci à Nabil Telibèche, qui était à la réalisation de cette émission, et également à Anis au Scriptana, et à Halim Yaïch et Bouchra Kies qui était à la préparation de cette émission. Très vite sur Canal Algérie. Bonsoir.